Sunderlight Productions. Dans cet épisode, nous allons vous plonger dans l'ambiance de l'Harmonie Mutuelle Semi-Marathon de Paris pour un live exceptionnel enregistré avec Jimmy Gressier et qui ravira les plus férus d'entraînement d'entre vous. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode exceptionnel, un épisode hors série enregistré depuis l'Opéra de Bastille. Je peux vous dire que là, le cadre, il est absolument somptueux. Pour célébrer cette Harmonie Semi-Marathon de Paris, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tristan Pavlak. Tristan, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici à Paris-Bastille. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu as savouré le magnifique spectacle qu'on a eu? Salut Guillaume, et bah oui, carrément, de toute façon, c'est toujours plus agréable d'être de ce côté de la barrière que de l'autre, comme on dit. Donc écoute, les gens ont l'air heureux à la fois de la météo et de leur performance. Là, on est proche de la ligne d'arrivée et on est sur le sprint final, ils ont l'air heureux. Alors aujourd'hui s'est déroulée l'édition 2023 du Semi de Paris dans des conditions exceptionnelles. C'est vrai que d'habitude au mois de mars à Paris il pleut. S'il y a des auditeurs qui ont déjà couru le Semi de Paris, ils savent à quel point la pluie s'invite sur ce parcours. Mais pas cette année. Cette année, conditions météo idéales. On a eu 4-5 degrés au départ. Pas de pluie, pas de vent, même pas 5 km/h de vent. Des conditions propices à la performance parce que sur course de fond, c'est important qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid. Ouais, j'ai fait mon premier semi-marathon en 2017 ici. Enfin ici sur l'ancien parcours. Et je crois que c'est l'un des jours où j'ai le plus froid de ma vie. Donc quand je vois les conditions aujourd'hui, ouais, ils ont bien de la chance les coureurs. Et en effet, tu l'as dit, là 4-5 degrés, ça se réchauffe un tout petit peu au fur et à mesure que la journée avance. C'est vraiment des conditions idéales pour performer. Alors c'est vrai que le Semi de Paris, un peu comme le marathon, a la réputation d'être pas forcément roulant. Pourtant, quand on regarde autour de nous, on connaît énormément de coureurs qui ont battu leur record sur le Semi. Alors il y a le nouveau parcours cette année, mais voilà, le premier parcours celui d'avant n'était pas forcément aussi spécifiquement roulant. Et on se rend compte que finalement la densité, l'ambiance, le fait d'être aussi à la maison, eh bien ça compte pour performer, parce que là aujourd'hui je peux te dire qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont battu leur record. C'est important quand même d'avoir de la densité sur un semi-marathon, parce que courir tout seul ou courir avec plein de vagues, c'est pas forcément évident. La densité dans la course, mais aussi la densité des spectateurs. Là on voit le nombre de spectateurs. Il n'y a pas beaucoup de semi-marathons en France qui peuvent se targuer d'avoir autant de soutien sur le bord de la route. Donc oui, forcément, il y a une émulation, il y a quelque chose qui se crée et ça aide à la performance. Alors je pense que dans le bois de Vincennes, là, la petite boucle qu'ils ont là-bas, ça doit être un peu silencieux, ils ont peut-être dû se sentir un peu seuls, mais en tout cas, quand on revient en ville, là, ils passent par les quais, il y a du monde. Alors cette année, on a eu le droit à un plateau exceptionnel, notamment chez les coureurs français, avec au départ Mehdi Frère. Alors Mehdi Frère, on va le mettre un petit peu de côté parce que même s'il était annoncé comme coureur élite, lui, il a couru il y a quelques semaines. Il a préféré servir plutôt de lièvre pour accompagner une amie à lui. Mais on a retrouvé quand même Hassan Chadi, qui est vraiment un coureur expérimenté, très très fort sur une au semi pour sa meilleure marque. On a retrouvé aussi Johan Koal. Alors c'est vrai que Yoko, il est passé du 3000 mètres steeple au marathon. Sur le marathon de Londres, il voulait montrer un peu de quoi il était capable cette distance. Ça n'a pas forcément marché comme il le voulait. Donc là, il était vraiment venu pour prendre sa revanche. On a retrouvé bien sûr Benjamin Choquer, le duathlète. On sait très très efficace aussi sur semi-marathon. Et bien sûr, les regards étaient tous tournés vers un petit jeune qui s'est lancé pour la première fois dans la discipline et qu'on va recevoir dans quelques instants, Jimmy Gressier. Il a dit qu'il était venu pour gagner. Il ne visait pas le chrono, il visait la gagne. Qu'est-ce que ça a donné sa course? Ça aurait été le premier Français
à remporter le semi-marathon de Paris. Et au final, si on veut donner le résultat tout de suite, il arrive en 3e position, donc sur le podium. Il a fait une très très grosse course par rapport à ce qu'il avait annoncé, où il disait qu'il voulait partir un peu conservateur, laisser les Kenyans peut-être un peu partir devant pour pas trop les exciter. Au final, il est parti devant avec eux dès le départ. Donc très très grosse course de sa part pour la 3e place et de pas très loin. Alors du coup, il n'a pas réussi à accrocher la victoire, mais quand même, un chrono sous l'heure pour son premier semi-marathon, ça c'est quand même exceptionnel. 59, 54, 59, 55 entre les deux, on attend le temps officiel, mais énorme chrono pour une première performance. Et puis surtout au vu des dernières semaines qu'il a eues, pour remettre les gens dans le contexte, il y a quelques semaines, il fait le record d'Europe sur 5 km. Là, la semaine dernière, il fait son record sur 10 km. Donc très très dense en course, très très dense en performance. Certes, il est en forme, mais aussi on aurait pu penser qu'il était un peu fatigué. Et non, très grosse performance de sa part. Et dès la semaine prochaine, au championnat de France de cross, sur le cross long, et d'ailleurs nous aussi on y sera. Donc vraiment là, il n'a pas hésité à enchaîner les compétitions. Et justement, on va lui demander comment est-ce qu'il a géré son entraînement en incluant peut-être toutes ses compètes. Comment est-ce qu'aussi il a géré la partie récupération. Il va nous dire ça dans quelques instants. Mais oui, tu le disais, il est parti aux avant-postes de la course avec Hassan Chadi notamment. Un premier peloton de coureurs qui s'est formé dans les premiers kilomètres avec 7-8 coureurs. Très très vite ça a commencé à décrocher vers le 10e kilomètre. Malheureusement Hassan a lâché et là seulement 2 coureurs kenyans et Jimmy Gressier, il est resté au coude à coude. Alors il était aux avant-postes, il demandait des relais, il les a pas forcément obtenus de la part de tous les coureurs. Et puis au 15e kilomètre il y avait un beau, j'allais dire un faux plat montant, mais non, on peut l'appeler une côte, une belle côte. Et là les coureurs kenyans n'ont pas hésité à attaquer. Il a réussi quand même à maîtriser cette attaque, mais sur le plat ils ont attendu quelques minutes et ils ont relancé. Et là, malheureusement, ça a commencé à décrocher vers le 16e kilomètre. Mais on a vu beaucoup d'à-coups. C'est vrai que les coureurs kenyans aiment bien accélérer, ralentir. Ça, est-ce que c'est une technique efficace? Est-ce que vraiment ça fait mal aux jambes? Est-ce qu'il vaut mieux faire un peu l'accordéon ou est-ce qu'il faut courir de manière plus régulière possible? Eux, ça leur réussit. Toi, c'est quoi ton avis? Quel conseil tu demandes en termes de stratégie de course sur un semi? C'est quoi pour toi la meilleure? Partir à fond ou plutôt gérer? Alors, ça peut être une bonne stratégie personnellement de varier les allures. Parce que certains s'y retrouvent aussi pas mal là-dedans. Mais d'un point de vue mental sur la concurrence, l'objectif, quand on accélère, parfois c'est percutant. Et là, dans ces moments-là, le but, c'est vraiment de décrocher. Parce qu'à partir du moment où on a décroché, psychologiquement, on a fait craquer l'élastique, comme on dit. Donc on a perdu une motivation mentale de rester dans le groupe, de rester juste derrière, de décrocher un peu le cerveau parce que l'allure est imposée par celui devant nous. Une fois qu'on a perdu ça, on utilise beaucoup plus d'énergie mentale pour tenir l'allure. Donc c'est là aussi la différence entre un amateur qui fait une course et un professionnel qui fait une course. Donc il y a aussi cet aspect-là, varier les allures pour faire encore une fois craquer l'élastique. Et une fois qu'on est loin, on peut se dire c'est bon, je ne la rattraperai plus. Et puis on laisse aller, alors que là Jimmy, tu l'as dit, il a pas craqué une fois, il a temporisé, il a digéré une première fois parce qu'évidemment après l'accélération il ralentisse un tout petit peu, il a réussi à recoller, c'est sur la deuxième où là pour le coup il n'a pas réussi à relancer assez pour recoller. Et puis, moi j'ai suivi la course en moto, j'ai eu cette chance-là, donc j'étais aux avant-postes. Et puis on a vu que celui qui gagne la course, c'est celui qui est resté quand même derrière. Il y avait Jimmy qui était souvent devant avec un autre coureur kényan. Les deux demandaient des relais, mais lui n'a pas voulu faire l'effort. Et finalement, quand il est passé devant, c'était pour plus jamais quitter la première place et faire le trou. Alors c'est vrai que c'est la compétition aussi. Il n'y a rien qui oblige les coureurs. Chacun a la stratégie qu'il veut. On ne peut pas avoir de jugement par rapport à ça. Chacun fait avec la stratégie avec laquelle il est le plus à l'aise. Lui et puis ses principes aussi de course. Mais est-ce que vraiment ça c'est judicieux? Est-ce que rester un peu à l'abri, se mettre un peu derrière les coureurs et rattaquer un peu sur la fin, si on laisse le côté un peu déontologique de côté, est-ce que ça c'est quand même efficace? Est-ce qu'on sait vraiment qu'avoir des lièvres ça marche? C'est sûr et certain qu'avoir des lièvres ça marche, c'est pour ça que tu prends n'importe quelle performance ou quand tu essaies de faire tomber un record, ils mettent des lièvres. On prend l'exemple d'Eliud Kipchoge évidemment sur le moins de 2 heures, il a des lièvres, il a même une formation de lièvre particulière parce que à ces vitesses-là, il court à bien plus que 20 km/h. Et d'un point de vue aérodynamique, ça commence à être intéressant à partir de ces allures-là. Donc être en arrière à ces vitesses, il peut même y avoir un intérêt physique réellement.
Bon, bah, ça lui a plutôt bien réussi en tout cas à ce coureur puisqu'il a gagné. Alors chez les filles, on avait aussi quelques coureuses françaises de très très bon niveau. On va citer notamment Anaïs Kemener qui avait un chrono autour des 1:14:40 je crois sur semi-marathon à peu près. On allait retrouver aussi Marjolaine Nicolas qui avait brillé l'année dernière sur le marathon de Paris, qui elle aussi avait un chrono en 1:14. Et puis bien sûr Léa Navarro, alors elle plus habituée au cross-country et puis à la piste, qui faisait ses premiers pas. Alors là chez les filles, je peux te dire que c'est parti extrêmement vite. C'est Marjolaine qui a pris la tête de la course sur les 5 premiers kilomètres. On était quasiment sous les 3 minutes 10 au kilo, donc c'est vraiment parti extrêmement vite. Malheureusement, elle a peut-être payé un peu cette allure de course très rapide. Très vite, Anaïs Kemener a rattrapé Marjolaine, je crois, vers le 10e kilomètre. Ensuite, elle a pris la tête de course chez les Françaises, évidemment, parce que c'est une coureuse kenyane qui a gagné la course, mais chez les Françaises. Et puis, Anaïs Kemener qui bat son record, qui explose son record. Elle fait 1h11. C'est vraiment une belle progression. Félicitations à elle. Quand même, ça montre encore que la performance est possible, même quand le terrain il n'est pas forcément propice, quoi. Là, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est exactement ça, j'allais le dire, ça confirme la légende entre guillemets que tu disais tout à l'heure. On est dans la capitale, grosse ambiance, beaucoup de spectateurs, elle aussi beaucoup de densité, et puis un déroulé de course qui lui a été favorable. Donc belle gestion de sa part. Félicitations à elle. Écoute Tristan, je te propose qu'on accueille maintenant on va dire celui qui a fait sensation aujourd'hui sur cette Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Il est français, il nous vient tout droit du nord de la France, Jimmy Gressier. Jimmy, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans l'émission. Félicitations, comment est-ce que tu vas à quelques minutes de la fin de course? Est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Fatigué, oui. Mais je pense que j'ai déjà récupéré. Je pourrais repartir presque sur un semi-marathon, mais bien sûr moins vite. Non, petite blague à part, on va dire que l'effort du semi-marathon, c'est quand même un effort qui est assez sympa. C'est un effort que j'ai bien aimé aujourd'hui quand même. On est pratiquement tout le temps dans le contrôle quand même. Et mes coachs m'avaient prévenu en ayant fait un 5 km et un 10 km juste avant que l'allure ça allait être assez facile. On est passé en 28-19 au premier 10 km et l'allure je l'ai senti plutôt bien. Et sur la fin de course ça a été un peu plus compliqué, mais je n'y avais pas sur un point de vue cardio, plus sur un point de vue physique au niveau des jambes. Ça commençait à être un peu long parce que la distance du semi-marathon c'est pas habituel pour moi, c'est mon premier semi. Donc je me sens plutôt bien. Alors tu avais dit que tu venais pas forcément pour faire un chrono, mais pour viser la gagne. Finalement, ça donne quand même pour ton premier semi un chrono sous l'heure en 59-54. Alors je sais pas si ça a été régalisé depuis, mais en tout cas moi j'ai noté ce temps-là. Avec tu l'as dit, un premier peloton de course qui s'est un peu détaché. Ensuite vous vous êtes retrouvé à 3 coureurs avec deux Kenyans. J'ai vu que ça demandait des relais, mais que derrière c'est resté un petit peu au chaud, un petit peu à l'abri. Après une première attaque au 15e, je crois, vraiment sur la côte. Ils ont essayé un peu de te faire craquer. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il est resté bien à l'affût. Et après, directement sur le plat, je crois que ça a relancé. Là, tu as décroché un petit peu. Mais vous venez dans un moteur de poche. Ouais. Comment est-ce que toi, tu as vécu un peu cette stratégie de course ? Moi, le semi, je l'ai un peu vécu en me disant il faut que je me préchauffe jusqu'au premier 10 km. Et en fait, je trouvais l'allure vraiment sympa, j'étais assez à l'aise sur les allures. On était sur du 2,51, 2,50, enfin même 2,50 sur la première partie de course jusqu'au 10 parce qu'on est passé en 28-20, donc 2,50 au kilo. C'était quand même une allure qui était agréable. Je me suis dit d'être patient parce que je suis pas trop un coureur patient. Je suis un coureur qui aime bien aller tout de suite au combat. Mais mes 2 dernières courses, le 5 km de Monaco et le 10 km de Castellone, on va dire à Monaco, j'ai été quand même assez patient, mais sur la deuxième partie de course, je me suis quand même bien rentré dedans et à la fin de la course, j'avais un peu mal à la tête. Et là, sur le 10 km de Castellone, à chaque fois sur 10 km, je pars un peu trop vite. Sur le 10 km de Castellone, je suis passé en 2,36 au premier kilo, en 5,17 au 2000 et en 8,02 au 3000. Donc ça laisse quand même. Ça au 7e kilomètre, ça pique un peu, ouais. Ouais, même au 6e. Ouais, quand ça pique au 6e, c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Quand on gère bien la course, ça commence à piquer au 7, 7,5. Mais quand on la gère mal, au 5,5, 6, ça commence déjà à faire mal. Et à
Castellón, c'est ce qui s'est passé. Mais là aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de faire une course dans l'aisance et en me disant j'essaye d'être le plus facile possible jusqu'à la fin. Et donc jusqu'au 14e, je suis assez facile. 15e, pareil, encore assez facile, sauf qu'on prend une montagne russe, une côte au 15e qui fait quand même assez mal. Les Kenyans décident d'attaquer, je reste avec eux. Cardiaquement, c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que si j'augmente encore un peu plus le kilométrage, ça passera encore mieux sur le semi-marathon parce que cardiaquement, j'étais super à l'aise. Physiologiquement, j'étais super bien, mais ça commençait à être un petit peu long à force d'enchaîner les kilomètres. Et donc au 15e, première attaque des Kenyans, je reste avec eux du coup jusqu'au 17e kilo. Ils remettent une attaque, j'essaye de temporiser. Et là, en fait, je sens que si je réponds à l'attaque, ça peut me faire basculer de l'autre côté du mur. Et du coup, je décide de temporiser l'attaque. Et parce que je sais qu'on est quand même sur un bon chrono. Je me disais qu'on était sur moins d'une heure. C'est chose faite à l'arrivée parce que je fais 59-55. Donc j'étais sur des bonnes allures et j'ai pas voulu spécialement jouer avec les limites de mon corps aujourd'hui parce que si je pète, il restait quand même 4 km. Donc j'ai essayé de temporiser. Je suis bien revenu sur le dernier kilo. J'ai bien relancé sur le dernier kilo. Donc ouais, plutôt satisfait aujourd'hui de ma course. Même si je gagne pas la course, il me manque pas grand chose. Mais ça viendra avec le temps parce que la deuxième partie de course est quand même très très compliquée. C'est les montagnes russes sur les 4 derniers kilomètres. Il faut rappeler que c'est ton premier semi-marathon, donc c'est normal aussi que tu découvres, que tu prennes tes marques. Tu es habitué à des distances beaucoup plus courtes. Tu viens de nous dire que tu avais manqué un petit peu de kilométrage à ton goût pour pouvoir vraiment t'exprimer sur la distance. Là tu sors d'un 5 km où tu fais record d'Europe, tu sors d'un 10 km où tu fais ton record personnel. Comment est-ce que tu as géré justement un peu la spécificité du marathon? Est-ce que tu as pu la gérer? En fait, on va dire que ce qui est compliqué déjà en enchaînant des courses tous les week-ends, c'est la récupération avant la compétition, la récupération après la compétition. Et en enchaînant les courses, on diminue le kilométrage, sauf qu'à un moment donné, à force de trop enchaîner et de diminuer le kilométrage, le corps il se met en mode off et tu as l'impression... que tu as l'impression que ton niveau est en train de régresser au fur et à mesure des semaines. Donc nous, avec mes coachs, on essaye de faire attention à ça parce que mentalement, l'aspect mental pour un coureur, c'est quasiment ce qu'il y a de plus important. Des fois, on a beau être en forme, mais si on se sent désentraîné, on ne sait pas du tout ce qu'on est capable de faire. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire attention, c'est que tout de suite, le lendemain d'une compétition, on essaye de faire un gros bloc de volume pendant 3-4 jours parce que quitte à être fatigué avec la compétition, on se dit que derrière, on profite pour travailler et on récupère à partir du jeudi. Si la course elle est le dimanche, on récupère pour avoir des jambes quand même le week-end. Et donc là, c'est ce que j'ai fait aussi cette semaine. J'ai fini la compétition aujourd'hui avec à peu près 125 km dans la semaine, donc ça reste quand même une bonne semaine. On va dire qu'une semaine de travail pour moi en période de préparation, c'est à peu près 140 km par semaine, 130-140 km, donc là je suis à 120 km, mais c'était aussi voulu parce que j'ai les championnats de France de cross la semaine prochaine et c'est quand même l'objectif principal de ma saison hivernale. Et en fait, je voulais pas arriver cramé au championnat de France de cross, donc c'est pour ça qu'on a mis une grosse semaine d'entraînement et on a inclus le semi-marathon parce que le semi-marathon, il n'y avait pas de réel objectif, c'était plutôt de prendre du plaisir. Mais pour répondre à ta question, j'ai pas fait spécialement une prépa semi-spécifique. J'ai fait vraiment une prépa où je me suis mis un petit peu plus de kilomètres que l'année dernière parce que l'année dernière, en moyenne, avec les compétitions, les vacances, tout grosso modo sur une année, j'étais pas énormément de kilomètres, peut-être 100 km par semaine avec tout et 120 km avec les semaines d'entraînement. C'est pas assez pour un coureur de haut niveau et je pense que c'est sur cet axe-là qu'on doit s'améliorer avec mes coachs. Mais on va dire que pour l'instant, vu que je me dirige plutôt sur le 1500-5000, peut-être un peu aussi 10 000. On met surtout l'accent sur la musculation, 2 fois par semaine, la musculation, un peu de kilométrage, un peu de spécifique course. Mais les kilomètres, j'aurai le temps d'en mettre un petit peu. J'ai quand même une bonne base de kilomètres. Je fais quand même 140. C'est pas comme si je faisais 70 km par semaine. Mais je pense qu'il y a une bonne marge pour travailler sur le semi-marathon, marathon. Mais tout ça, ça viendra après. Pour l'instant, je pense que j'ai envie de m'éclater sur 1500 mètres et 5000 mètres encore. En vrai, c'est rassurant parce qu'au vu de ton niveau, tu vois qu'il reste encore des leviers à actionner et que oui, y a c'est plein de ça. choses à optimiser. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a plein d'autres
d'autres choses à optimiser, le kilométrage. Aujourd'hui, franchement, je suis vraiment content parce que honnêtement, je pense sur un parcours plus rapide, je peux me rapprocher des 59-30. Mais ça, j'ai le temps, je ne me prends pas forcément la tête. J'ai d'autres objectifs plus importants quand même que le semi-marathon de Paris. Cet été, il y a les championnats du monde. Dans 1 an et demi, il y a les Jeux Olympiques de Paris. Donc l'objectif, c'est vraiment le 5000 mètres. Je l'annonce aux Jeux Olympiques, je serai sur 5000 mètres. Et donc en fait... il faut quoi aujourd'hui pour se rapprocher de la médaille ? Il faut une grosse base de vitesse sur 1500 et ça on l'a compris avec mes coachs et c'est pour ça qu'on n'a pas fait de salle cet hiver. C'était vraiment pour changer de registre et aussi pas avoir une surcharge émotionnelle de la piste dès cet hiver-là parce qu'à partir de ma coupure après Carré, après, c'est en mode spartiate et let's go sur la piste, 1500, 5000 mètres et vraiment, j'espère travailler ma base de vitesse et me rapprocher des 3,32 sur 1500 mètres, des 7,30 sur 3000 et des moins de 13 minutes sur 5000. Donc j'annonce les chronos parce que ça me motive, j'aime bien annoncer les chronos, j'ai pas peur parce que voilà, on est dans un sport aussi où il faut dire les choses, bien sûr, il faut mettre aussi les choses en place parce que c'est bien de le dire, mais si derrière l'entraînement on met pas les choses en place pour réussir, c'est un peu un manque de respect pour tout le monde. Moi, vu que je sais que je m'entraîne sérieusement et que je mets toutes les chances de mon côté, j'ai pas peur d'annoncer mes objectifs. Ça peut paraître parfois on peut prendre ça avec un manque d'humilité, comme j'ai vu parfois passer des messages malheureusement sur les réseaux, mais c'est pas ça du tout. C'est moi, ça me motive d'annoncer et à contrario, ça me met un petit peu la pression et donc du coup, c'est une bonne pression. Oui, et puis vaut mieux une ambition affichée qu'une fausse modestie. Hein, c'est toujours un petit peu plus honnête. Alors tu l'as dit, évidemment, dans 1 an et demi, il y a les Jeux Olympiques. C'est vrai que tu as venu sur semi-marathon à la surprise, les observateurs. Et moi, le premier, on t'attendait pas forcément ici et encore moins à Paris. Même si je tiens à le dire, ça fait vraiment plaisir de voir parmi les meilleurs coureurs de fond français courir dans la capitale. Parce que c'est vrai que c'est très bien Valence, c'est très bien, c'est très bien l'Espagne, c'est très bien l'Allemagne. Mais voilà, nous, en tant que Français, on a envie de voir aussi nos coureurs briller sur le circuit national. Donc on s'est régalé aujourd'hui. Mais forcément, à 1 an et demi des JO, quand on regarde un peu ta morphotype, on se dit que sur marathon, ça peut passer quand même. Après Tristan, il est plus expert, mais ça va, tu vois. Disons que je pense que tu pourrais dire ton mot sur marathon. Évidemment, on pense à cette distance, on pense au marathon de Paris. On sait que sur 5000, 10 000 mètres, la compétition, elle est extrêmement sévère. Tu avais même parlé un temps du 3000 mètres steeple. Je sais pas si tu as un peu passé ce côté-là. Mais du coup, là, tu nous as dit, marathon, non, pas pour 2024. Non, pas de Jeux Olympiques sur marathon pour Paris 2024. Je pense que j'envisage une carrière assez longue. J'espère courir jusqu'à mes 45 ans et peut-être après mes 45 ans, soit rejouer au foot ou soit monter sur trail. Sur trail, carrément. Ouais, parce que ça c'est... je suis quelqu'un qui aime les objectifs. Je suis quelqu'un qui aime la nouveauté. C'est pour ça que je fais du 1500, je fais du 3000 steep. Parfois, ça peut passer comme quelqu'un d'instable, mais moi, je peux pas rester dans une lignée entre guillemets où je répète tout le temps la même chose. J'ai besoin de nouveautés, bien sûr. Pour le monde du haut niveau, il faut quand même avoir une trame, une lignée. J'ai de la chance d'avoir 2 entraîneurs, même 3 avec François Chiron, Adrien Taouji et Arnaud Dignel, qui font attention quand même à ma préparation parce que ça tiendrait qu'à moi, je serais sur toutes les distances. Mais là, on essaye de cadrer les choses. Et bien sûr, monter sur marathon, on sait que ça peut être une distance plus favorable à la réussite, on va dire, pour les Jeux Olympiques, même si le marathon, il faut quand même respecter la distance. C'est une distance reine, beaucoup peuvent se casser les dents sur le marathon. Donc surtout quand on vient de la piste. Après, moi, on va dire, peu le savent, mais j'ai le morphotype peut-être d'un coureur de long, mais physiologiquement parlant, j'ai tout d'un coureur de 1500, c'est-à-dire que mes lactates ils montent hyper haut, je monte au-dessus de 25, on va dire que sur des allures courses type 1500 je suis super à l'aise, etc. Ce qui me manque, c'est un peu de puissance, donc d'où la muscu qu'on a rajouté depuis maintenant 2 ans. Et c'est la distance où je prends le plus de plaisir, c'est le 1500. Quand même, ça paraît assez drôle parce que tout le monde me voit sur marathon, mais moi j'en suis sûr que je peux claquer un gros chrono
chrono sur 1500. Bien sûr, c'est pas là où je serai meilleur en course tactique parce qu'il y a des athlètes qui finissent beaucoup plus fort que moi. Mais par contre, si je suis très bon sur 1500, je serai déjà encore meilleur sur 5000, encore meilleur sur 10 000. Et si je suis meilleur sur 10 000, je serai meilleur sur semi et je serai meilleur sur marathon. Donc en fait, c'est dans cette lignée-là qu'on essaye d'avancer. Et puis si je suis déjà à Paris 2024 sur marathon, je vais faire quoi après 100 km c'est vrai. Donc en fait, il faut prendre étape après étape. Donc bien sûr, entre guillemets, ce serait la facilité peut-être pour essayer de faire la meilleure place possible d'aller sur sur marathon pour les Jeux de Paris, même s'il y a une bonne concurrence au niveau française. On a quand même des coureurs qui commencent à bien progresser, ça fait plaisir à voir. Mais je pense que sur 5000 mètres, j'ai pas dit mon dernier mot, le Stade de France va être plein. Je pense qu'on sera à domicile, ça va nous porter vers le haut et je pense que si j'arrive à me rapprocher des 12,50, 12,55 et une base à 3,30, 3,32 au 1500 mètres, je peux espérer briller ou en tout cas j'espère être jusque le dernier tour la cloche avec la tête de course et après on verra bien ce qui se passera. Oui, et puis sur les grands championnats et en particulier au niveau olympique, il y a des surprises, il y a des choses. Bien sûr. Quand on voit certains Kenyans au JO, ils sont des fois pas du tout à l'état de forme qu'on peut les voir en Diamond League ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que l'histoire a montré qu'on a eu des coureurs sur 15 ou sur. Alors 5000 peut-être un petit peu moins, mais qui ont montré que c'était aussi la capacité d'enchaîner les courses. La pointe de vitesse, c'est quand même des courses beaucoup plus stratégiques. Donc les cartes sont quand même réabattues. Moi un jour, Mehdi Bala, il m'a dit une chose que j'ai retenue et qui m'a marqué. C'est l'athlète, c'est une question de timing. Par exemple, il y a des fois, on peut arriver hyper en forme 3 semaines avant et 3 semaines après, on peut arriver fatigué et pas être présent le jour J. Donc en fait, l'athlète de haut niveau, même l'athlète tout court, c'est quand même ingrat parce que parfois on peut être super bien et après on peut être super mal. Donc il ne faut pas regarder spécialement la concurrence, il faut se concentrer sur soi-même et arriver avec le bon pic de forme le jour J et après tout peut se passer. Et je pense que cette année pour moi ça va être une année où je vais chercher les chronos et bien sûr il y aura les championnats du monde, une bonne place au championnat du monde, mais l'année des Jeux de Tokyo je pense que ce sera une année fixée uniquement sur les championnats. Pas beaucoup courir mais rentrer en championnat. Et pour ça il faut avoir aussi la chance dès cette année, si on court vite, d'être entre guillemets un petit peu protégé pour préparer uniquement les Jeux de Paris 2024. C'est assez compliqué à organiser, je l'entends bien. Mais si nous, derrière, on sait qu'on est déjà qualifié, on peut s'entraîner et taper fort le jour J aux Jeux de Paris. Je te propose maintenant, Jimmy, qu'on rentre un peu plus dans l'entraînement, la préparation. Tu vas nous partager un peu tes convictions, ta philosophie en matière d'entraînement, parce que c'est vrai que en fonction des coureurs, il y en a qui vont plus privilégier le foncier, d'autres plus la vitesse, il y en a aussi qui vont peut-être polariser, d'autres qui vont essayer de croiser aussi. Et aujourd'hui, je suis venu avec Tristan et j'imagine qu'il a pas mal de questions à te poser sur cette partie-là. Tristan, je ne sais pas si tu veux... Ouais, alors c'était intéressant, tu nous as dit que là, depuis 2 ans, tu as rajouté donc, un peu de préparation physique, enfin même beaucoup. 2 fois par semaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que c'est fait cette intégration en plus de l'athlétisme, puisque c'est au service de l'athlétisme ? Déjà, en fait, faut savoir qu'à l'INSEP, on est quand même dans un complexe incroyable. Pour moi, l'un des meilleurs en Europe. On est bien évidemment bien suivi par les spécialistes de l'INSEP. Moi j'ai de la chance de travailler avec François Chiron qui est un garçon qui travaille pour l'équipe de France, enfin pour la Fédération française d'athlétisme et qui suit mon groupe d'entraînement Lions Track Club aussi maintenant depuis pas mal d'années. Et on a de la chance de travailler avec lui et en fait on fait beaucoup de tests de lactate, on fait des tests avec des tests VAMEVAL, etc., de la VO2 max, etc. Bon, moi j'ai pas de chance parce que généralement les tests VO2 max, c'est ce que je dis à mes coachs, ils me font faire ça généralement en début de saison ou milieu de saison où je suis pas encore très en forme, où j'ai quelques kilos en trop, donc forcément mes tests sont pas très bons. Mais là avec la forme actuelle, demain si on me fait un test, je pense que mon test sera forcément meilleur. Mais en fait on arrive à voir grâce à ces tests physiologiquement bien sûr parce qu'à un moment donné c'est ce que je dis, le plus important c'est la tête. Moi on m'a beaucoup dit que j'étais qu'un coureur de cross, un coureur de route, etc. à mes débuts, mais parce que chez moi j'avais pas de piste, donc je faisais tout sur la route et en cross. Donc au début j'étais jeune, j'écoutais les gens qui me disaient ça, donc forcément quand j'allais sur la piste ça passait pas. Sauf qu'à partir du moment où j'ai décidé de croire en moi et de me dire c'est pas les gens qui décident, qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir, entraîne-toi sur la piste et ça va rentrer et tu vas réussir à courir vite et
À partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner sur la piste, j'ai commencé à faire des résultats sur 1500 spécifiques 1500. J'ai fait 3:35,97 au 1500 sans vraiment faire de spécifique 1500. Et sur 5000, mes chronos ont continué à s'améliorer. Et depuis que je suis arrivé à l'INSEP, on a mis l'accent un peu plus sur le spécifique, un peu plus de séances de musculation, tout ce que j'avais pas chez moi à Boulogne-sur-Mer et que j'ai maintenant à l'INSEP. Et je pense qu'il faut associer les deux. Il faut quand même un kilométrage quand même régulier, mais à ça il faut associer des lignes droites, de la technique de course, de la musculation, et après voilà, je pense que 140 semaines, faut savoir que du coup je m'entraîne 12 à 13 fois par semaine, donc ça laisse une demi-journée de repos ou 2 demi-journées de repos dans la semaine, mais par contre ouais, je délaisse pas tout ce qui est muscu, tout ça, même si moi de mon côté je préférais faire des kilomètres bien évidemment, mais je sais que c'est ultra important pour moi la musculation. Mais c'est vrai que 140 km semaine, bon, aujourd'hui on voit les chronos s'affolent un peu, les compteurs s'affolent un petit peu, surtout avec les nouvelles chaussures. On sait qu'il y en a beaucoup aussi qui ont profité des nouvelles mousses pour pouvoir augmenter un peu le volume. Ouais. Et presque maintenant, j'ai envie de dire 140, ça paraît effectivement pas grand-chose. Ouais, ça paraît pas grand-chose. Ouais. Quand on voit beaucoup d'athlètes faire 200 km par semaine, etc. Toi, tu penses quoi justement par rapport à toi, en tout cas à tes spécificités, parce qu'on n'est pas là pour donner un avis général, mais en tout cas toi par rapport à tes spécificités. Est-ce que tu penses que par exemple là aujourd'hui sur le semi de Paris, faire des semaines à 200-230 km, est-ce que ça t'aurait servi ? Je pense pas que ça m'aurait servi. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le pic. Pendant combien de temps on fait 200 km par semaine ? Tu peux faire un pic pendant peut-être 2-3 semaines. Tu peux te dire, allez, pendant 2-3 semaines, je fais 200 par semaine, ou avec un pic à 220, mais je suis même pas encore sûr. Je pense qu'il faut garder un kilométrage pour sur le long, sur marathon, 180, 160 par semaine, c'est très bien. Il faut aussi garder de la musculation quand même à côté, parce que quand on court et qu'on commence à avoir les cuisses chargées, la musculation, ça aide aussi à ressentir ça aussi à l'entraînement. Surtout sur marathon, hein. Le marathon, c'est avant tout une épreuve musculaire. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il faut que les muscles tiennent jusqu'à la fin, sinon au 35e. Exactement. Souvent, on parle du mur. Le mur, alors, il peut être multi-cause, mais l'une des problèmes du mur, c'est souvent un petit déficit musculaire. Ouais, et puis nous aussi, ce qu'on se sert aussi de la muscu à l'entraînement, c'est pour pas aller vite aussi à l'entraînement. Par exemple, mes coachs, la veille de la séance, me mettent une muscu qui va me fatiguer les jambes pour pas que j'aille trop vite en séance, parce que sinon après c'est la compétition presque à chaque entraînement. Donc forcément, en me fatiguant les jambes, je cours à l'entraînement avec des jambes fatiguées dès le début de l'entraînement. J'arrive à faire des chronos qui sont quand même assez sympas, mais du coup quand on décharge ça avant la compétition, forcément j'ai des jambes de feu, et ça c'est hyper important, ce ressenti. Donc tu travailles un peu avec de la charge, peut-être des fois sur des courbatures avec des séances de muscu. C'est ça, ouais, exactement. Ça t'hésite pas à... Non, forcément c'est pas agréable. Des fois je me plains à mes coachs, je leur dis putain j'ai mal, etc. J'ai pas de jambes aujourd'hui, mais c'est pas grave en fait, on s'affole pas, on sait pourquoi on travaille. Et puis on vérifie aussi souvent physiologiquement avec des prises de lactate, et par exemple on a maintenant une base de données où par exemple une VMA, on sait que je vais être entre tel chiffre et tel chiffre, et du coup mes coachs, parfois je leur dis je suis un peu fatigué, ils prennent une prise de lactate, ils se disent non, ça c'est dans ta tête que tu es fatigué, physiologiquement tu peux tenir, donc en fait je reste sur les allures. Donc c'est quand même un truc qui est assez maîtrisé, contrôlé, même si parfois on laisse aussi parler un peu la fougue de temps en temps, mais on essaye quand même de contrôler les choses. Sur ces 140 km par semaine, d'ailleurs je trouve ça vachement intéressant c'est ta conscience que potentiellement il pourrait y avoir des leviers que tu pourrais activer, mais comme tu progresses sans les activer, tu te dis sûrement je profite, je rentabilise tout ça, et puis quand je verrai que ça commence à ralentir, j'en réactiverai encore et encore. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, tu as changé de coach. Oui, c'est ça, et puis c'est surtout aussi, faut faire attention sur un point de vue émotionnel. L'athlète, c'est quand même un sport qui fait beaucoup de dégâts au niveau mental, c'est un sport qui est quand même assez dur. Donc forcément, faire des kilomètres, ça fonctionne pendant 2, 3, 4, 5 ans. Mais quand on veut faire une carrière longue, si on se met des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, ça use. Donc en fait, c'est bien d'être fort physiquement, mais pour moi, le plus important, c'est d'être bon mentalement. Parce que le mental, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Tu peux être fort physiquement, mais si mentalement, tu n'as pas envie, tu ne feras rien. Quand tu vas rentrer dans la course et que tu vas rentrer dans un moment d'effort qui va être compliqué, si le mental n'a pas envie de se faire mal, c'est impossible, tu feras rien. Moi j'ai une petite anecdote, avant les championnats d'Europe à Munich, sur 10 000, j'étais très fort physiquement, mais dans la course, en fait j'étais ailleurs, je visais la gagne, mais j'avais pas faim de la gagne en fait. J'annonçais que je voulais courir pour la gagne, mais dans la course,
j'étais cramé de ma saison. J'avais fait les championnats du monde sur 10 000 avant, décalage horaire, on est rentré, j'ai enchaîné un stage. En fait, il y avait une surcharge émotionnelle qui faisait que mon cerveau, il voulait être en vacances. Alors oui, c'est mon métier, je suis professionnel, mais il faut faire très attention à la surcharge émotionnelle. Et alors d'aujourd'hui, c'est vraiment un facteur qui peut être limitant si on en fait trop pour la suite de la carrière. Tu parles beaucoup de mental, justement, tu es suivi par un prépa mental, tu mets quelque chose en place ou c'est inné pour l'instant? Non, pour l'instant c'est inné, mais je pense que ça peut être... c'est un levier. Ça peut être un levier qui peut être important. Je pense que c'est ultra important. Moi j'ai ma copine Aude Clavier qui bosse maintenant avec une préparatrice mentale. Et en fait, il y a toutes sortes de préparations mentales. Elle visualise sa course avant même de la faire, et en fait quand elle est dans la course elle n'est pas surprise, elle s'est déjà imaginé ce qu'elle allait faire, elle met les choses en place, et en fait quand elle est dans ce mood là ça lui donne confiance. Et en fait je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent s'aider de la préparation mentale, c'est hyper important. Pour l'instant moi j'ai pas envie de rentrer trop dans ça parce que ça fonctionne, mais peut-être qu'un jour j'y serai amené et je serai ouvert à aller dans ce sens. Mais pour l'instant on va dire que avec l'enfance que j'ai eue, etc., j'ai grandi dans un quartier défavorisé, j'ai vu des choses, j'ai envie de garder ça pour moi parce que j'ai aussi peur que ça devienne une faiblesse de trop en parler, de trop aller chercher trop loin. Parfois ça peut faire quand même des dégâts, et comme je le dis, l'athlé c'est quand même un sport qui fait quand même beaucoup de dégâts au niveau mental pour beaucoup d'athlètes. Mais quand on travaille avec une bonne équipe autour de soi, qui comprend aussi les à côté aussi de l'athlète en général. Moi j'ai de la chance de bosser avec des coachs qui savent qu'il n'y a pas que l'athlète dans la vie, et que parfois il faut savoir décompresser, déconnecter. Et c'est pour ça que quand je pars en vacances, je suis content de partir en vacances. Quand je reviens de vacances, je regrette un peu parce que je reviens avec 7-8 kilos en trop et c'est pas facile à l'entraînement. Mais c'est hyper important de déconnecter et de prendre le temps, parce que comme je le dis, j'ai envie de faire une carrière longue, et si je veux faire une carrière longue, et on peut regarder, pour l'instant ça fonctionne parce que ça fait maintenant 9 ans que je fais du haut niveau de chez les jeunes et maintenant en senior. J'ai eu aucune blessure pour l'instant. Donc franchement, j'ai beaucoup de chance, mais je pense que l'équilibre est bon. Et on essaye de ne pas en faire trop, justement, au niveau de l'entraînement. Au niveau des compétitions, j'en faisais peut-être trop avant, mais beaucoup moins maintenant. On cible aussi beaucoup maintenant les compétitions. Et ce qui est aussi hyper important, et je tiens à le dire, pour le monde amateur, c'est de programmer sa saison. Il n'y a rien de tel que de programmer sa saison. On se pose en début d'année, septembre, on se dit bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Bon, j'ai envie de faire un 10 km, ok. On se pose, on dit ben voilà, pour aller sur le 10 km, on fait sa préparation, on met les courses avant pour l'affûtage, et on essaye de programmer sa saison. Parce que s'entraîner sans savoir où on court, il n'y a pas trop de motivation. Alors que si on se met un objectif et on se prépare, forcément ça nous donne encore plus envie de s'entraîner. D'où l'importance de ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de préparer les JO, le fait de savoir que au niveau de la qualification ça va bien se passer, que tu n'as pas besoin de courir à droite à gauche, que tu cours après des chronos. Exactement. Tu arrives reposé et tu choisis, c'est ton choix. C'est ça. Mais on a beaucoup de chance à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de chance. En fait ça dépend pour quel type d'athlète. Les athlètes qui ont le niveau de faire les minima, eux s'en foutent. Par contre les athlètes qui sont entre les deux et qui n'ont pas le niveau de faire les minima des Jeux Olympiques, il y a le ranking maintenant qui est en place. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien le ranking, mais parfois ça peut être aussi limitant. Le ranking n'est pas encore très très bien fait, comme sur les championnats d'Europe cette année sur 3000 mètres. Il n'y a que par exemple, je prends le cas des filles sur 3000, une Alice Finot qui fait 8,52, elle ne va pas au championnat d'Europe parce que les minima étaient de 8,48, elle ne va pas aux Europes avec 8,52 parce qu'elle ne rentre pas dans les critères du ranking, parce qu'elle fait du 3000 steep, et le 3000 steep n'est pas compté dans le ranking du 3000, mais le 5000 est compté. Donc il y a des filles qui vont beaucoup moins vite que Alice Finot qui sont parties au championnat d'Europe, et malheureusement elle reste sur le carreau alors qu'elle a le niveau d'y aller, sauf que les minima est beaucoup plus fort et sont beaucoup plus hauts, et derrière en fait ça favorise les coureurs et coureuses de 5000 mètres qui y sont et qui vont moins vite que Alice Finot. Donc ça peut être limitant, mais c'est aussi bien aussi pour les coureurs
qui ont une régularité toute l'année et qui courent et qui marquent des points pour pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques. Alors on va revenir un peu sur la récup et justement la coupure aussi, tu nous parles de planification, donc on sait que les coupures aussi ça se programme dans les plans. Au niveau de l'entraînement, est-ce que toi tu es un adepte plutôt de la polyvalence des allures? Est-ce que tu vas essayer de travailler sur une multitude d'allures ou au contraire tu vas plutôt polariser tes entraînements? Alors on fera bientôt une émission avec Tristan sur les avantages et inconvénients de cette méthode, mais toi voilà, est-ce que tu aimes plutôt avoir un registre assez large, être confort pour pouvoir vraiment t'adapter à toute situation, ou non, tu vas polariser quand même beaucoup comme ça peut être le cas chez certains athlètes qu'on connaît bien en France? On va dire que ça c'est aussi mes coachs qui maîtrisent ça. Après je discute beaucoup avec mes entraîneurs, mais on essaye de, par exemple quand c'est une VMA, respecter les allures de VMA. Quand c'est un fartlek, laisser un peu parler la fougue du moment, parce que fartlek on s'en fout un peu, c'est un peu les allures du moment, même si on a quand même une trame sur laquelle on court. Quand c'est du seuil, j'essaie de respecter mon seuil. Quand c'est une sortie longue, on essaye de respecter. Donc ouais, j'ai quand même des allures que j'essaye de respecter. Et nous, on vérifie aussi au point de vue physiologique avec les prises de lactate. Donc ça permet de travailler à chaque fois dans les bonnes zones. Mais on va dire ce qui fait la diff par rapport au début d'année et à la fin de l'année, c'est qu'à sur la fin de l'année, plus on se rapproche de l'objectif, plus on met des séances spécifiques. Et là, on laisse parler la forme du moment. Mais je ne le fais pas toute l'année parce que faire des séances spécifiques à chaque fois, ça fatigue et ça nous crame. Alors, tu les fais en pointe ou tu les fais en... Ça dépend en fait. Si ça dépend la période, ça dépend sur quel type d'objectif je vais m'aligner. Par exemple, si je fais un 10 km route, je vais faire une séance un peu plus spécifique 10 km route, mais je vais mettre les chaussures. Et si c'est un 1500 ou un 3000 mètres, un 5000 mètres, je vais faire avec les pointes sur la piste. Et en termes de composition de séance, qu'est-ce qu'on va retrouver globalement dans un plan? Est-ce que tu vas plutôt travailler sur beaucoup de pistes, du Faltrek, des 400 Est-ce que tu vas plutôt être en récup pincée ou plutôt tu vas pouvoir active, passive? Est-ce que comment en matière de ta vision, peut-être on va commencer sur la piste. Ouais. Est-ce que tu vas plutôt travailler sur du court plutôt un peu plus long? Est-ce que tu vas pincer tes Tout récup? dépend de l'objectif en fait. Tout dépend de l'objectif. Si c'est Là par exemple mètres, sur la prépa que tu as fait 10 semi. Par exemple, on va prendre une prépa 10 semi. On va plutôt faire des choses un peu plus longues qui peuvent aller de 8 à 12 km. Donc moi, une séance que j'aime bien faire, c'est 8 x 1000 sur des allures un peu plus rapides que le 10 km. Donc, c'est-à-dire par exemple 8 x 1000, je peux faire ça sur 2,36, 2,37, récup 1,15 à 1 minute. Pincé, active c'est pincé et c'est active récup 200 mètres à 14 km/h. Ah oui, donc quand même, tu gardes quand même un peu de rythme. Hein. Oui, je garde quand même un peu de rythme, mais après on va dire que ça peut... T'en mets un peu moins du coup. Tu mets un peu plus rapide. Voilà, ouais. Mais par exemple, des fois, je peux mettre, comme mes coachs m'ont mis, 4 x 3000. Allure moins rapide que le 10 km, donc un peu plus spécifique semi en 8,30, donc 2,50 au kilo. Par contre, derrière, c'est des récup beaucoup plus pincées et plus longues. Et l'allure spécifique 10, spécifique semi, tu vas travailler un peu en sortie longue Non, j'ai pas fait de tout spécifique spécialement semi là. Je suis vraiment resté sur une prépa 5-10 km en faisant le semi, juste en augmentant le kilométrage. Mais c'est la séance que j'ai faite au Kenya, j'ai fait 12 x 1000 en 2,50. Récup 1,30, mais au Kenya, récup 1,30 c'est assez court quand même. Il y a quoi? Il y a 2000 mètres d'altitude là-bas? 2400 mètres. 2400 mètres, donc ça chauffe un peu. De respirer, ça chauffe les muscles. Là. Justement, là, tu nous parles du Kenya où tu étais en stage pendant 3 semaines, il me semble. C'est ça. Tu nous parles que tu as eu l'occasion de faire 120, 140 km dans la semaine. Tu nous as donné une séance spécifique là, parmi toutes celles que tu as fait. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu sur une semaine comment sont répartis ces 140 km sur tu nous as dit quoi, 12 entraînements semaine? Ouais, 12-13 entraînements semaine. En fait, là, ce qui a été spécifique au Kenya, c'est que je suis parti tout de suite après le 10 km de Valence où j'ai fait 27-40. Donc tout de suite, la semaine d'après, j'ai enchaîné 128 km dans la semaine. Semaine d'après, j'ai fait un pic. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Parfois, en stage, on peut faire des pics, donc monter un peu plus haut. Je suis monté à 182 pour redescendre la semaine d'après à 140 et aller courir à Monaco. Mais donc ce que j'ai fait, c'est première semaine assez cool, deuxième semaine assez on trouve quoi dans les semaines globalement, tu vas commencer on va dire l'acclimatation. Déjà, je fais un petit fartlek. Par exemple, mon acclimatation là-bas, c'était 20 x 45-45. Donc les allures, c'est pas rapide. C'était à 3 au kilo, 3,5 au kilo. Donc c'est presque mon allure marathon. C'était
j'essayais pas de forcer parce que l'acclimatation au Kenya Oui, est quand même faut faire gaffe parce assez, que tu assez te grilles dure, après. c'est ça. Ouais. Et sur la deuxième semaine, un peu plus de spécifiques. Par exemple, 12 x 1000, j'ai fait quoi? J'ai fait des 25 x 300, de la VMA, j'ai fait du fartlek, j'ai fait un peu de seuil, 18 6 4 2, des choses un peu. Les footings allure fondamentale, tu fais quoi? Tu fais 1 heure? Ouais, je fais entre 15 et 12 km, pas très rapide, à 14 km/h à peu Donc près. t'es quand même assez rapide quand même pour des 14 km/h pour ouais, toi. Ouais. Et en altitude aussi, ouais. Ouais, en altitude Ouais, aussi. mais 14 km/h, ouais. même pour Jimmy, 14 km/h en altitude sur des footings, c'est quand même. Ouais, après. T'aimes bien la vitesse quand même, t'aimes bien avoir les sensations. En fait, on va dire que c'est pas. Je le dis honnêtement, 13 km/h, 14 km/h, c'est pour quelqu'un qui fait 27-30, c'est pas très rapide. Oui, mais tu vois, au Kenya, en Éthiopie un peu plus avec au Kenya. Bon, après c'est l'effet de groupe, mais en Éthiopie, les meilleures filles ou garçons, tu vas les retrouver sur des footings. Ils zigzaguent beaucoup aussi, tu sais. Ils vont beaucoup courir entre les forêts d'eucalyptus, mais tu vas les retrouver à 11-12 km/h. Ouais, non, moi je vraiment je fais pas très ça, lent, quoi. Sinon c'est trop long. Je veux dire, à 14 km/h, je consomme ils mettent pas. du dénivelé eux, par contre. Ils mettent un peu de dénivelé. Ouais, voilà, il y a aussi le dénivelé, ça dépend où tu cours aussi. Mais moi, on va dire que mon seuil 1, il est à 3,20, donc jusqu'à 3,20. Mais ça, c'est quand même spécifique sur les coureurs de cross. Tu parlais de Mehdi Bala, je sais que lui, il partait du principe qu'en dessous de 15 km/h, ça servait à rien, quoi. C'est quand même une croyance aussi. Après, beaucoup, ça dépend de pistards, l'athlète, mais moi, je me prends pas la tête en fait sur mes footings. Je laisse parler la forme du moment. Si je suis fatigué, je vais courir à 12 km/h. Mais grosso tu regardes modo, le cardio, tu regardes la monte ou c'est juste. Au Kenya, ouais. Ici, à Paris, non, je regarde pas le cardio parce que je sais qu'à 14 km/h, je consomme pas. Mais au début, au Kenya, je mets le cardio et c'est vrai que je suis à 4,30, on va dire, au Kenya au début. Et après, rapidement, une fois que je suis acclimaté, je suis à 4,10, 4,15 sans faire d'effort. Mais au Kenya, je maîtrise quand même avec la ceinture cardio. Après, mais à Paris. Tu envisages ces séances peu intenses au service des séances intenses qui vont suivre? Oui, on va dire que moi, sur les footings, j'essaye de pas aller vite. Donc, 14 km/h, je le répète, c'est pas vite pour moi. Et donc, il y a des amateurs, en 35 qui courent à 14 km/h leur footing. Il faut recontextualiser avec le niveau de Jimmy, mais en triathlon, tu vois, même on avait reçu Cassandre Beaugrand à nous expliquer Cassandre Beaugrand, qui quand même sur cross et sur piste, sur 10K, voilà, elle était à 11-12, quoi. Tu vois, après, c'est pas vraiment péjoratif et c'est pas méchant, mais ça reste une fille qui fait 33 ou 32-30 au 10 km. Et là, on est plutôt sur un profil à 27-30 au 10 km. Donc forcément, il y a quand même une marge, bien sûr, d'écart quasiment. Ouais. Donc elle, quand elle est à 12, moi, je peux quand même être à 13-5-14 sans produire sur un footing. Donc comme je le répète, mon seuil 2, il est à 3,20. Donc quand je suis à 4,20, je consomme rien. Ne reproduisez pas ça à la maison, c'est les cours. Vraiment, tu pourrais courir plus vite, ça serait même pas choquant. Oui, non, mais je pourrais courir à 3,45, je consommerais pas. Jusqu'à 3,20, je consomme pas. En dessous de 3,20, je commence à plus être dans la même zone, mais jusqu'à 3,20, je suis en seuil 1. Donc ça, en fait, ce qui permet de déterminer ça, c'est les tests qu'on fait en début d'année. Et les tests prouvent que jusqu'à 3,20, je consomme pas. Ouais. Mais c'est parce que tu es très suivi aussi, c'est ça qui est intéressant, parce que tu mets un autre coureur, bien sûr. Tu vois, lui il va peut-être pas avoir, donc c'est très personnel. Toi, tu peux, et après moi je me prends vraiment pas la tête en fait sur les allures de footing. Je cours, parfois je cours avec ma copine, je fais du 4,35, parfois je cours tout seul, je suis à 4 au kilo, je me prends vraiment pas la tête. Après je suis pas bête, pour moi un footing, même si je sais que mon seuil 1 il est à 3,20, je fais aucun footing à 3,20. Moi j'essaye d'être en confort avec la musique. Je regarde même pas les chronos, à la fin j'arrête la montre, je peux faire 40 minutes au 10 km comme 46, ça dépend du jour et de la fatigue de la semaine d'entraînement en fait. De toute façon les coachs encadrent et puis je pense ce qui est intéressant c'est si on met tout en relation, ton kilométrage, la manière dont tu gères tes séances peu intenses, tes séances intenses, leur répartition de ton kilométrage, ce qu'on retient à la fin c'est tu te blesses pas et tu progresses. C'est ça. Ouais, c'est QFD. Ouais, non mais et puis surtout c'est aussi, comme je le dis, je le répète, c'est aussi l'aspect mental. Parfois, il y a des footings où j'ai pas envie et je suis fatigué et je cours à 4,40. Mais il y a des fois, quand tout va bien, je suis à 4,10, 4,05. En fait, je contrôle pas. On va dire jusqu'à 3,45 en footing, même 3,40. Je contrôle pas. Si la montre elle sonne, je laisse parler. Par contre, je vais pas commencer à courir à 3,30, 3,20, etc. parce que c'est une connerie de faire ça en footing. Ça sert à rien. Même si physiologiquement je consomme pas, faut quand même mettre de l'appui au sol pour courir à 3,30, etc. Et moi, j'essaie vraiment de récupérer en footing.
Et on n'a pas parlé de sortie longue encore, Tristan. Bah ouais, parce que là, semi-marathon, c'est vrai que pour le coureur lambda, c'est long. Même après, pour moi. Ouais, est-ce que t'as... Alors après, tu as dit que tu as fait une semaine à 180 km, donc ça peut répondre. Est-ce que tu as rallongé des potentielles sorties longues ou alors ton volume te suffisait et la durée de tes séances suffisait pour la distance? On va dire qu'en faisant une semaine à 180 km, j'ai juste diminué la muscu dans la semaine. Donc j'ai mis, au lieu de mettre 2 muscu dans la semaine, j'ai mis une muscu et en faisant un footing plus long avant la muscu. Et donc la deuxième muscu, au lieu de mettre une muscu, j'ai mis un 15 km et tout de suite on augmente le kilométrage de 20-25 juste avec ça. Et le week-end, au lieu de faire 20 km, on va dire que le dimanche matin, grosso modo, à chaque fois je fais à peu près 20 km. Ça peut être allure variée de 4 au kilo à 3,30, 3,25. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai fait un 20 km en 3,13 en accélération progressive. Mais ouais, tous les dimanches, on va dire, je mets une sortie longue. Ça peut être actif ou non actif. Mais grosso modo, ouais, tous les week-ends, j'ai une sortie de 20 km. Et là, au Kenya, j'ai fait une sortie de 25 km, mais sinon, je ne fais pas plus. 25, c'est pas énorme, mais sur semi ça suffit, ça passe. Sur marathon ça risquerait d'être un peu juste. Ouais, ça risque d'être mais sur un peu semi juste, ça passe. Voilà. Oui, bien sûr. Même je connais d'excellents coureurs, ils dépassent même pas les 20 km en sortie longue. Ça passe, ça peut passer. Oui, bien sûr. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup borner et ça le prouve, ce que tu nous dis. Oui, bien sûr. Après, comme je le dis et je le répète et je vais en parler plein de fois, pour moi c'est le mental. Si tu as envie, ton cerveau il a envie d'y aller. Si tu es prêt physiquement et que tu as envie mentalement, tu regardes pas les kilomètres, tu y vas et tu réfléchis pas en fait. Alors justement, tu nous parlais du mental et tu nous as dit à juste titre que le mental, ça passe aussi par la récupération, ça passe aussi par la capacité d'un athlète à couper un peu le cerveau, à penser à autre chose. Et voilà, c'est de la charge mentale, c'est du repos mental à pouvoir faire ça. Toi, tu es un athlète qui va couper l'entraînement, qui va se faire plaisir. Alors moi je te suis sur les réseaux sociaux, on voit que tu lâches un peu les chevaux, ça y va sur la pizza, ça y va sur voilà. C'est ce qu'il faut, voilà, tu nous as dit même 6-7 kilos, c'est voilà. Alors t'es encore jeune, ça passe. Je pense que plus tu vas vieillir, plus je commence à faire un peu plus attention là, parce que j'ai un peu plus de mal par rapport à mes 20 ans maintenant. Je galère un peu plus. Non, mais en vrai, je vais commencer à faire un peu plus attention, mais là par exemple cette année j'ai pris 8 kilos, mais l'année prochaine hors de question que je prenne 8 kilos parce que là on était à 2 ans et les coachs ils m'ont dit profite, tu prends 3 semaines, mais cette année j'aurai 10 jours. Donc du coup justement on va revenir sur alors on va année olympique, on va la mettre un peu de côté, on va prendre une saison un peu classique. Toi tu vas couper 2, 3 semaines, 4 semaines, on se souvient même de Maïeddine Mekissi, je crois lui il coupait jusqu'à 5 semaines. Toi voilà, c'est quoi, c'est 2-3 semaines, est-ce que tu vas complètement couper? Est-ce que tu vas garder un peu de vélo? Est-ce que tu vas faire de la natte? Est-ce que tu vas garder des petits footings? Ça ressemble à quoi? Je joue au tennis, je joue un peu au foot, je me prends pas la tête. Si j'ai envie d'aller faire un petit footing, je fais un petit footing. Mais grosso modo, la course à pied, je coupe totalement. Mais derrière, je joue... 3 semaines, Ouais, bah en fait... Plus on va 3 semaines sur une année normale, une année avant les Jeux Olympiques. Je pense que je vais couper 10 jours, pas plus, parce que j'ai pas envie de galérer à la reprise, parce que généralement je galère quand même à la reprise. Mais grosso modo, c'est 2-3 semaines. Et dans l'année, on va dire, il y a 3 blocs. Il y a le premier bloc de septembre à décembre. Donc ça, c'est le premier bloc d'entraînement. Derrière, je coupe 5 jours. Donc au mois de décembre, je coupe 5 jours, je profite, je cours pas pour les fêtes, etc. Après, je reprends un bloc du coup de janvier à mars, par exemple. De janvier à mars, je cours en compétition, je m'entraîne, je cours en compétition. Après ça, je prends un bloc encore de 5 jours de vacances total. Et après, quand je reprends, du coup de fin mars, début avril, je vais jusqu'au mois d'août, voire mois de septembre. Et après, à cette période-là, je coupe généralement 10 à 15 jours. Peut-être, Tristan, tu veux évoquer l'entraînement croisé, toi, le passionné de triathlon. Est-ce que c'est quelque chose qui parle à Jimmy ? Justement, il y a pas mal d'athlètes là. Très récemment, on a vu une athlète américaine qui très performante et qui disait ne courir qu'un peu plus d'une trentaine de kilomètres par semaine. Donc je suis sceptique moi sur cette déclaration. Je suis sceptique. Alors est-ce que c'est parce qu'elle revient de blessure? Parce que souvent c'est décontextualisé? Parce que tu vois, je pense que si elle fait ça sur 3-4 mois, ça risque de coincer. C'était juste un contexte amusant sur cette question. Toi, tu y crois d'ailleurs à ça? Excuse-moi, je te coupe, mais je sais pas si tu as entendu un peu, ça fait un peu débat. Non, 35 km de course et alors on est sur l'une des meilleures crossman américaines. Elle nous explique qu'elle fait 35 km en courant et tout le reste c'est du vélo, de la natation, voilà. Après, on peut voir que les triathlètes quand même. C'est pas une triathlète, hein. Là pour le coup c'est vraiment une
une des meilleures crossman, elle a fait un peu de piste aussi. Et elle fait 35 km par Elle dit semaine. 35 km par semaine. Et quoi à côté du vélo, de la natation, etc. Exactement. Donc c'est une triathlète dans l'entraînement, sauf qu'elle fait pas de triathlon Voilà, du coup. ouais, c'est ça un peu. ouais. Donc non, je pense que l'entraînement croisé, il est important. Mais moi je pars. Je pense qu'à partir du moment où on se blesse pas et qu'on est catégorisé comme un coureur et non un triathlète ou un duathlète, je pense qu'à partir du moment où on se blesse pas, entraîne-toi en course à pied en fait si tu te blesses pas. Par contre, à partir du moment où tu commences à avoir un petit peu des bobos, etc., et que ton corps est un peu fragile, je pense que l'entraînement croisé avec le vélo, il est hyper important. D'ailleurs, dans mon groupe d'entraînement, beaucoup font de l'entraînement croisé. On va dire 80% du temps c'est de la course à pied et 20% du temps à côté c'est de la récup sur vélo, aussi sur elliptique. On n'en parle pas assez de l'elliptique, mais moi je vois en stage que les coureurs anglais font beaucoup d'elliptique parce que le cardio monte beaucoup plus sur elliptique que sur vélo. On va dire que sur vélo, pour faire monter le cardio, il faut quand même charger les jambes et tu as quand même un peu mal aux jambes, alors que sur elliptique ça reste quand même un mouvement qui se rapproche de la course à pied et le cardio peut monter assez facilement. C'est ce qu'on commence à découvrir en regardant aussi les autres pays, comment ils fonctionnent. Par exemple, les Anglais font peu de kilométrage, beaucoup d'elliptiques aussi à côté. Ça permet de diminuer les chocs. Mais moi, je pars du principe où à partir du moment où tu ne te blesses pas et que tu n'en as pas marre de la course à pied, tu peux courir. Mais je pense que l'entraînement croisé, pour quelqu'un qui peut être un peu fragile physiquement, c'est une bonne idée. C'est compenser quand tu ne peux pas faire plus, mais c'est jamais faire à la place. C'est ça, c'est jamais faire à la place de la course à pied. Ça remplace pas la course à pied, mais par contre, ça permet de compenser le déficit de pouvoir s'entraîner beaucoup, on va dire. Oui, ou en période de reprise. Tu vois, parce que tu dois être progressif. C'est ça. Tu peux pas tout de suite faire des centaines de kilomètres. Non. Voilà, moi, c'est progressif. Prise, tu vas faire un peu de vélo, c'est génial. Et de toute façon, alors on a cette info. En tout cas, moi, je l'ai de par l'Instagram de Rémi. Alors, j'ai pas son Instagram précisément, mais je le mettrai en commentaire de cette publication si vous voulez voir justement son analyse, évidemment, et il explique justement que toutes les études ont montré que le coureur qui va pratiquer son sport aura toujours plus de résultats que celui qui ne va pas le pratiquer. En tout cas, c'est ce que disent les études, voilà. C'est ce qui est aussi un peu logique. normal. C'est à force. Sinon, répète, alors peut-être et en plus, je suis pas sûr que les coureurs du Tour de France ils s'entraînent en faisant de la course à pied. Ils font du vélo parce que l'entraînement croisé pour les purs cyclistes, je suis pas sûr. Jamais dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Pas dans l'autre sens, c'est donc comme quoi ça veut un petit peu tout dire aussi. Mais ça c'est intéressant ce que tu vas nous dire. Et en tout cas moi voilà, j'insiste bien sur ce que tu vois là. Voilà, on voit un athlète qui n'hésite pas à couper. On sait que des fois les coureurs amateurs, moi j'entends des fois qu'ils me disent ouais mais tu comprends, si j'arrête 3 semaines je vais perdre du niveau, je vais pas revenir, qui n'arrivent pas à lâcher aussi la nutrition. Et ça tu vois des fois il faut savoir aussi pour durer, je pense que c'est essentiel. Pour durer c'est hyper important. À un moment donné il faut décompresser, déconnecter. Il n'y a pas non plus que l'athlète dans la vie, il y a aussi les alentours. Et je pense que le plus important c'est d'être bien mentalement. Et si tu es bien mentalement, tu vas avoir envie d'aller t'entraîner. Et parfois faut lâcher, faut décompresser, faut pas se prendre la tête en fait. À partir du moment où tu reprends, par contre, il faut être sérieux, faut commencer à rentrer un peu dans les codes du sportif de haut niveau, parce que on a beau parler du monde professionnel, mais le monde amateur, s'il a envie de progresser, il est obligé de se rapprocher du monde professionnel, c'est-à-dire de faire quand même des sacrifices, parce que si on ne fait pas de sacrifices, on peut progresser, mais forcément la progression sera plus lente, on va dire. C'est ce qui est beau aussi dans notre sport, c'est quand même cette notion de sacrifice, elle est quand même dans l'ADN de la course à pied. C'est ça, c'est vraiment un sport qui est quand même assez beau, c'est que, on va dire, il n'y a pas de limite. Je pense qu'à partir du moment où on commence à arriver à un très très haut niveau, par exemple les recordman du monde, il y a quand même des limites. Je pense qu'on ne verra jamais un coureur en 23 minutes sur 10 km. C'est pas possible. Aucun arbre ne monte jusqu'au ciel. C'est ça, exactement. Mais par contre, je pense qu'à tous les niveaux, ce qui est beau dans la course à pied, c'est qu'on peut progresser chaque année. Et parfois, on progresse en ayant moins fait d'entraînement. Mais il y a plein d'aspects, il n'y a pas que l'entraînement, il y a
le mental, il y a l'entraînement, il y a le temps, il y a le timing, il y a l'environnement aussi. Parfois, on va sur une course, il fait pas beau, on n'arrive pas à s'exprimer. Et puis un an après, on va sur la même course avec un niveau qui est peut-être un peu moins bon et on arrive à décrocher un gros chrono. Ça, tu sais, je vais citer, c'est pas un coureur, mais un athlète qui me disait 50% de mes records, je les ai réalisés quand j'aurais pas dû les réaliser sur l'entraînement, et 50% de mes réussites, je les ai faites alors que j'aurais pas dû les faire vis-à-vis de mon entraînement, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose à dire, c'est que des fois, c'est pas quand on est le plus fort ou le plus chaud qu'on arrive à gagner, et des fois on arrive avec une ou deux petites séances qui se sont mal passées, et puis on arrive à libérer. Voilà, c'est le 50-50, quoi. Question de timing. Et c'est pas pour rien qu'on fait la règle des 3T, temps, travail, talent. Et c'est pas pour rien que cette règle, entre guillemets, elle existe. Alors on va bientôt te laisser partir, mais on va deux petits sujets. Je veux juste conclure sur cette partie un peu du mental. Donc tu nous l'as dit, et tu nous le disais justement aussi, le préparateur mental, Tristan en parlait, et c'est vrai que tu as raison d'expliquer aussi qu'il existe en préparation mentale une multitude de méthodes. Ouais. Tu parles de la visualisation, il y a la sophrologie, il y a la PNL, et des fois, en fonction des uns et des autres, il y a des choses qui sont plus efficaces que d'autres. Il y a l'hypnose aussi qui va très marcher chez l'un et pas l'autre. Ouais. Et donc il faut vraiment voir la préparation mentale comme une espèce de catalogue où on va pouvoir trouver ce qu'il nous faut, et c'est pas s'il y a une méthode qui marche pas sur nous qu'on n'est pas réceptif au mental. Donc ça, la petite parenthèse pour nos auditeurs. Toi, tu nous as dit, tu as une histoire, tu as un passé qui te permet pour l'instant de pouvoir trouver cette force en toi. Ouais. T'en ressens pas le besoin. Et puis je me souviens, on avait discuté avec Martin Fourcade sur le marathon de Paris, et lui aussi il déconseillait un peu la prépa mentale par défaut, en disant comme toi, attention, ça peut soulever des choses. Voilà, c'est pas quelque chose par défaut. En fait, il faut travailler avec la bonne personne, et il faut pas trop non plus rentrer dans la vie privée, parce que ça peut déclencher des choses. Tu pars pour 10 ans là après. Ouais, c'est ça. Ça peut déclencher des petites souffrances au fond de nous qui peuvent faire notre force, mais à partir du moment où on va trop chercher, ça peut passer sur un peu plus un point de vue psychologique. Et ça devient limite plus de la psychanalyse que de la préparation mentale. Et après, on peut s'y perdre un peu. Et je pense qu'il faut prendre les épreuves de la vie comme force. Par exemple, moi, parfois, il m'arrive des petites choses pas prévues. Dormir dans un aéroport la veille, de tenter mes minima pour les Jeux Olympiques. Dernière tentative pour faire les minima pour les Jeux Olympiques. Je dors dans un aéroport. Je me dis, je fais quoi ? Je pleure ou je m'en sers de force, et je me dis que dans tous les cas, j'ai plus à me prouver à moi-même et prouver aux gens qui m'aiment et ceux qui m'entourent que c'est possible, et donner entre guillemets l'espoir, et donner entre guillemets une petite leçon, parce que moi j'aime bien entre guillemets les leçons de vie, parce que dire oh non c'est dur, c'est pas possible, ouais mais il m'est arrivé ça, de toute façon j'y arriverai pas, se trouver des bonnes excuses, j'aime pas ça. Pour moi, on doit se servir de ce qui nous arrive dans la vie pour rebondir et essayer d'aller chercher des choses qui ne viennent pas si facilement, et je pense qu'avec des petites choses qui nous arrivent au niveau des choses qui sont imprévues, c'est hyper important de s'en servir de force. Alors, je voulais qu'on aborde un sujet maintenant. Tu fais partie du bataillon de Joinville. Alors, pour nos auditeurs qui ne te voient pas, mais là, tu es face à moi, tu as un magnifique débardeur de ton sponsor, et tu as collé Armée des champions, donc le sigle de ton régiment, je pense. Juste en bas, un drapeau, un autocollant avec le drapeau français. C'était important pour toi de courir justement pour mettre à l'honneur un peu les militaires, l'armée de terre. Qu'est-ce que ça te donne de la force peut-être ? J'ai vu que tu l'avais même en courant sur toi. C'est ça. C'est hyper important pour moi aussi de remercier aussi, faut le dire, c'est mon employeur. Je suis militaire de fonction. Je représente aussi mes frères d'armes qui se battent pour la France tous les jours. Donc, c'est une fierté de les représenter. En plus, aujourd'hui, il y avait 10 militaires qui ont couru post-traumatique, donc qui se sont confrontés à la distance du semi-marathon. Donc c'est un peu une façon aussi de les remercier, parce que voilà, ils se battent tous les jours pour nous, ils représentent notre pays, et moi j'essaye de représenter mon pays différemment via le sport, et c'est hyper important d'être soutenu par notre pays. Et ouais, c'est une fierté de se dire qu'on représente notre pays. Donc bien sûr, je vais entre guillemets à la guerre, pas physiquement avec l'arme à la main, mais je vais à la guerre pour représenter mon pays dans le sport. Et le sport, ça reste quand même la plus belle chose au monde. Donc je me bats différemment et j'essaie de représenter comme il faut mon pays en donnant tout ce que j'ai.
Bah écoute, félicitations, c'est un très bel engagement et justement, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi, d'autant plus que tu donnes pas non plus beaucoup d'interviews. Donc voilà, on a vraiment savouré ce moment. Et puis je te propose qu'on se laisse en écoutant justement un reportage de la cellule d'aide aux blessés de guerre. On est parti à la rencontre hier soir de cette cellule où, comme tu l'as dit, une dizaine d'anciens soldats qui ont subi des blessures post-traumatiques. Alors c'est vrai qu'on pense souvent aux blessures physiques, mais il y a aussi la blessure du mental, parce que malheureusement, quand on est en zone d'opération, c'est très très compliqué. Et ils ont réalisé justement l'exploit de pouvoir courir aujourd'hui avec le monde, le stress que ça peut engendrer chez des personnes qui sont atteintes de blessures post-traumatiques. Donc on va les écouter et puis je te propose de te laisser sur leurs belles paroles. Ok, merci, c'est gentil, merci à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup Jimmy. C'est parti, Magnéto. Alors je suis avec l'adjudant-chef Angélique, qui est la référente au sein de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Bonsoir Angélique, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous avez fait le déplacement avec, je crois, 7 militaires dans le cadre d'un programme un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'action que vous allez mener demain ? Alors l'action qu'on va mener demain, c'est tout simplement, nous sommes environ 8 militaires de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, donc la CABAT, et nous aurons la joie et l'honneur aussi, surtout, c'est très important, d'avoir avec nous 10 militaires blessés, état de stress post-traumatique, pour qui, et pour certains, ça va être la première fois, qui vont faire une course, notamment un semi-marathon, et en plus à Paris, au milieu de plus de 40 000 personnes. Hein. Donc pour eux, ça va être vraiment une grande émotion d'être présent. Et pour nous, référents blessés à la CABAT, c'est surtout ça va nous permettre un partage avec eux, parce que le rôle du référent, c'est surtout de les accompagner dans tout ce qui est domaine administratif lié à leurs blessures et tous les droits à réparation. Mais là, on va avoir le plaisir, l'honneur de vraiment partager au moins 21 km, un peu plus avec eux, et c'est ça qui est génial en fin de compte. Donc là, vous allez accompagner des blessés de guerre et vous utilisez le sport dans le processus de reconstruction. Alors c'est vrai, quand on pense à des militaires blessés, on pense plutôt à des blessures physiques, des blessures corporelles, mais il y a aussi tous les traumatismes psychologiques. Et je crois qu'au sein de la CABAT, il y a pas mal aussi de blessés post-traumatiques. Et là, on est plutôt dans la psychologie, mais les conséquences sont tout aussi graves. Oui, tout à fait. Alors, on va dire que la plupart de nos blessés actuellement sont des blessés état de stress post-traumatique. Voilà, c'est l'accumulation pour eux de plusieurs missions, hein, que ça a été en Afghanistan, ça a été en République centrafricaine, ça a été aussi en Côte d'Ivoire, ça a été bien évidemment au Mali, hein, comme tout le monde le sait. Donc voilà, cette accumulation-là fait qu'à un moment donné, la blessure apparaît, hein, et malheureusement, au fur et à mesure du temps, cette blessure-là n'apparaît pas automatiquement par rapport aux faits, mais elle va apparaître plusieurs années après. Et donc, pour eux, c'est très compliqué. C'est très compliqué la vie peut être très compliquée pour eux. J'ai un exemple tout bête. Hein. Tout le monde connaît le confinement qu'on a vécu en 2020. Et nous, pendant ce confinement-là, on a quand même pris une nouvelle de nos blessés, parce que c'était important pour nous aussi de les avoir et de les rassurer, savoir comment ils vivaient ce confinement, parce que tout le monde l'a vécu un peu différemment. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai un blessé, ça m'avait marqué. Il me dit, vous savez, adjudant-chef, moi, ça ne me change pas ma vie. Parce qu'en fin de compte, ma vie de tous les jours, je suis toujours enfermée chez moi et je ne bouge pas et je ne peux rien faire. Donc voilà, c'est un peu pour faire comprendre un peu à tout le monde ce que c'est l'état de stress post-traumatique. Et rappelez-vous votre confinement en 2020. Et pour eux, c'est tout le temps ça, avec toutes les cauchemars qu'ils peuvent avoir et tout ça. Mais je pense qu'eux pourraient être plus à même d'en parler. Alors je me tourne vers l'adjudant-chef Christian. Christian, vous faites partie des militaires qui demain vont s'élancer du côté de la place de la Bastille pour 21 km. Je crois savoir que vous avez une relation un peu particulière avec la course à pied, puisque vous êtes déjà élancé sur pas mal de marathons. Je crois le marathon de Chicago, mais aussi le marathon des Sables, un petit triathlon. Donc voilà, le sport, je crois que pour vous, et particulièrement la course à pied, c'est quelque chose que vous appréciez beaucoup. Alors, disons que la course à pied, moi, c'est venu... bon, déjà, je suis plus adjudant-chef. Hein, j'ai été réformé, donc maintenant, je suis monsieur. Mais j'ai fait quand même presque 37 ans dans l'armée. Et j'ai découvert la course à pied par rapport à ça, par rapport aux unités où j'étais, donc parachutiste, chasseur alpin. Donc la course à pied est venue de là, à la base. Ainsi que l'endurance, gravir les montagnes, courir les djebels, on est toujours avec des sacs sur le dos.
Et de là, est parti, pourquoi pas faire quelques courses dans le civil ou des courses nature. Donc des petites distances, des 10-15 km. Et ensuite est venu les semi-marathons. Donc je me suis mis sur cette distance comme celle qu'on va faire demain avec toute la team Kavat. Et en 2005, à mes 40 ans, je me suis dit pourquoi ne pas essayer le marathon. On m'avait toujours prévenu, si tu essayes le marathon, si tu le fais une fois, il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres qui suivent derrière. Donc 2005, j'ai fait mon premier marathon à La Rochelle. Et là, je me suis dit, 3h30, premier marathon, il y a peut-être du potentiel. Pour les 40 ans, c'est pas mal. Et je me suis mis au club sportif des armées, CSA. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire 4 fois le marathon de Paris, 4 fois le semi et 4 fois le 20 km avec le club. Et là, du coup, est parti l'envie de l'endurance, la confiance en soi, avancer dans la difficulté. Parce que par rapport à mon problème que j'ai eu en opération extérieure, par rapport à cette blessure invisible, j'avais beaucoup de mal à avancer. Le stress prenait beaucoup trop. Et tout ça, ça m'a rappelé un petit peu le terrain, ça m'a appris à reprendre confiance. Et ça m'a amené beaucoup de choses, et, y compris du positif par rapport à ma famille. Justement, vous parlez de la capacité de la course à pied à pouvoir regagner confiance en soi, à pouvoir... Il y a aussi tout un travail d'introspection aussi quand on court finalement. On a le temps de réfléchir, on a le temps de... le cerveau fonctionne un peu mieux aussi. Il y a peut-être ça joue aussi peut-être dans les hormones. Concrètement, ça vous a aidé en quoi par rapport à tout ce que vous avez pu traverser? Je crois que vous avez été sur des zones de conflit. Oui, sur que ce soit en Afrique ou Moyen-Orient. Ça a été presque libérateur. Ça a été libérateur, et en même temps, ça m'a donné de la confiance et une certaine reconnaissance par rapport à certaines compétitions. Parce que nous, les blessés, moi je suis blessé post-traumatique, mais on a toujours besoin de cette reconnaissance et puis de faire des choses aussi pour la France. Et ça aide quand même, ça nous canalise, ça amène les endorphines, ça amène pas mal de choses positives. Et puis c'est la nature. Et moi, quand je m'en vais, je suis dans ma bulle. Par exemple, par rapport à la blessure que j'ai, certains me disent « Ouais, mais quand tu fais le marathon de New York, il y a 50 000 personnes. Quand tu fais Tokyo, mais je suis dans l'action. Je suis dans ma bulle, je suis dans un truc qui me fait du bien. Maintenant, d'aller au cinéma, d'aller à la foire de Bordeaux, parce que je suis de Bordeaux, mais ça, je peux pas. Le tram, c'est compliqué. Mais un marathon, 50 000 personnes, non, je suis dans mon truc. Donc ça me remet les idées au clair, il y a une remise en question, et puis non, c'est libérateur, ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, et puis bonne course pour demain, au plaisir de pouvoir vous encourager. Ok, merci bien, à vous. Retour au studio, et je profite de ce très beau reportage pour saluer nos auditeurs et auditrices qui s'engagent pour la sécurité et la protection des autres. On pense bien sûr aux militaires, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, mais aussi aux forces armées, les policiers, les gendarmes, bien évidemment aussi les pompiers, les infirmiers, enfin toutes les personnes qui s'engagent pour aider et secourir les autres. On pense énormément à vous. Grosse force, et bravo encore à cette cellule. Pour les coureurs, il faut se rendre compte vraiment de l'effort. Quand vous avez des bruits de foule, vous avez aussi le pistolet du départ. J'ai pu parler avec eux aussi une fois que l'enregistrement était éteint, et c'est ça leur demande vraiment un énorme effort au-delà de l'effort physique, et je tenais vraiment à saluer leur engagement et leur envie de pouvoir surmonter aussi cette difficulté, cette abnégation. C'est ça aussi qui fait la fierté de l'État français, parce qu'on a parmi les meilleurs soldats du monde, et c'est pas toi qui vas me contredire, Tristan. Ah non, absolument pas, ouais, vraiment énorme, très fier d'être représenté par ces personnes, on le dit pas assez souvent, donc un grand merci à eux. Voilà, on vous embrasse et on vous donne toute la force ici, et on est ravis de pouvoir mettre en avant ce type d'initiative. C'est vraiment un honneur de pouvoir le faire. Et écoute Tristan, on a vraiment eu une édition exceptionnelle de ce semi-marathon de Paris. J'ai envie de dire, j'espère qu'on aura autant de spectacles pour le marathon de Paris dans un mois tout pile. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui enchaînent semi-marathon et marathon de Paris. Toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie ? Là, je pense que oui, parmi tous les gens qu'on voit finir, puisqu'on est juste à côté de la finish line, il y en a... Parmi eux, certains qui ont fait ces 21 km avec soit les 21 km à allure de course, soit quelques portions de ce parcours à allure de course marathon. Quand je dis allure de course, c'est allure marathon. Et puis il y en a d'autres qui sont partis dans l'idée de courir à allure marathon, et puis qui au final
on finit capot ouvert et on va tout donner. Voilà, on les connaît. Force à vous parce que le marathon, ça va peut-être moins bien se passer. Ah, ça c'est l'erreur que j'étais encore sur le salon et j'avais des témoignages des personnes qui me disaient voilà, je vais faire le marathon de Paris en 4,30 au kilo et puis là je m'élance en 4,15 sur le semi. Bon, bah écoute. Tous étaient coupables. Voilà, bon, bah écoute, l'important c'est de prendre du plaisir. C'est sûr que on va pas se mentir sur semi, quand on est en prépa marathon, quand ça se passe bien, souvent, si on y va, on va exploser notre record parce qu'on a du foncier et ça se passe bien, mais après c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, moi je me suis jamais voulu m'y frotter parce que je me connais, je sais que je vais avoir du mal à gérer les allures. Voilà, faut se connaître. Donc voilà, j'évite un petit peu de ce piège-là, mais il y en a à qui ça réussit. Donc voilà, on est encore une fois tous différents. Et ben écoute Tristan, on se retrouve dès le mois prochain pour un épisode dans la tête d'un coureur autour de l'entraînement polarisé. On en a parlé un petit peu avec Jimmy. Si vous n'avez pas forcément bien compris, ne vous inquiétez pas parce qu'on va décortiquer les avantages et les inconvénients de l'entraînement polarisé. Et puis dès vendredi pour un épisode de Run to Progress, le Focus Récup avec une day, et dès lundi prochain où on vous proposera un épisode exceptionnel autour des championnats de France de cross. Là aussi il va y avoir du spectacle. Ouais, on se retrouve bientôt et puis encore une fois un gros merci à Jimmy. Et j'en profite aussi pour remercier les équipes de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris, l'équipe organisation. Je pense à Mélanie, je pense à Laure, je pense à Nils, bien sûr, qui nous a beaucoup aidé pour installer le plateau. Et aussi à Louise et Mouna, c'est une vraie équipe derrière. Et bien sûr, les équipes de Sunday Night Productions qui, hier soir et ce matin très tôt, nous ont installé ce beau studio à l'Opéra de Bastille. Ça a été assez compliqué l'installation, donc je les félicite vraiment. Justine, Nolwenn, Pierre-Emmanuel et bien sûr Lauriane de nous avoir aidés. À très vite. Bye bye, à bientôt.